Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF, un PAF un peu particulier puisqu'on va moins parler d'actualité que d'itinéraire singulier avec mes invités. Alors Gary Hansens, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et fondateur de Alltrix, qui est un réseau de vente en ligne de vélos. Tout à fait. Et un des plus gros réseaux, hein. Oui, tout à fait. On est effectivement spécialisé dans le domaine du vélo et maintenant la course à pied et l'outdoor. Et voilà. Et notre métier, c'est de proposer tout ce qui englobe la pratique de ces disciplines-là. Donc on va de l'équipement du pratiquant, casque, maillot, chaussures, en passant par le vélo et tous ses accessoires, jusqu'à maintenant des objets connectés, montres, etc. pour pouvoir pratiquer. Oui, maintenant, le sport est connecté. Il faut savoir ce qu'on fait. Il faut pas non seulement faire des exploits, mais il faut pouvoir en avoir des témoignages. Cécile Leménien, bonjour. Vous êtes l'une des fondatrices de la troupe Les Fugaces, une troupe de théâtre qui joue beaucoup sur les mots et la poésie. Et vous venez d'ouvrir un centre à Gambé, un centre culturel, alors où il y a des acteurs, des auteurs de théâtre comme vous, et puis la population qui peut venir. C'est un centre où on ouvre la culture à la population. Oui, plus que venir, même, c'est grâce aussi aux habitants qu'on a réussi à ouvrir ce lieu, donc qui s'appelle Le Lieu, et qui est issu d'une rencontre entre la compagnie Les Fugaces à travers un projet de territoire qui s'appelle Escapade, où on a fait des spectacles dans les villages et on a rencontré plein d'habitants. Et à l'issue de ce projet, on avait tout un groupe de gens autour de nous et plein d'envie, plein d'énergie. Et ça a donné l'ouverture du lieu il y a maintenant 2 ans. 2 ans déjà. Ouais, 2 ans déjà. C'est un lieu de résidence. Du coup, on accueille des artistes qui viennent travailler. Et grâce à la présence des artistes qui viennent travailler, on crée des événements artistiques et culturels dans le village de Gambé et dans les villages alentours aussi. L'idée, c'est vraiment de rayonner sur le territoire, puisqu'on est sur une partie des Yvelines qui est très rurale. Et c'est ça qui est intéressant. On parlera de comment on diffuse la culture dans des territoires qui sont un peu pauvres structurellement, enfin, dans ce domaine-là. Et puis, Nourel Yakin Louise, bonjour. Bonjour. On connaît sous le nom de Nono. Exactement. Vous faites partie de Déclic Théâtre, fondé, on se souvient, par Alain Degois, par où sont passés notamment Jamel et beaucoup d'autres. Maintenant, alors vous avez commencé par faire de l'improvisation, et maintenant vous enseignez un peu l'improvisation. Oui, tout à fait. Alors, Déclic Théâtre, c'est une compagnie effectivement qui a plus de 20 ans maintenant, bientôt 25 d'ailleurs. Et, qui est à Trappes. Qui est à Trappes, qui est né sous l'impulsion, comme vous l'avez dit, d'Alain Degois et JB Chauvin, qui ont structuré une compagnie de théâtre après un projet municipal qui arrivait à bout pour pouvoir faire perdurer la pratique de l'improvisation. Et en fait, cette pratique de l'improvisation à Trappes, du match d'improvisation, aujourd'hui s'inscrit un peu comme une culture à part entière de notre terroir urbain. Et ça commence dès l'école, dès le collège. On verra d'ailleurs tout à l'heure un extrait d'un championnat intercollège, puisque ça a été lancé depuis quelques années. Ça continue. Et vous coachez les participants, notamment à ces championnats. Et puis vous faites aussi de l'improvisation. Ah oui, tout à fait, oui. Exactement. Alors, Gary Hansens, on va peut-être commencer par Alltrix. Alors, vous avez été un coureur de cycliste. De quelle spécialité ? Alors je pense que j'ai touché à toutes les disciplines du vélo, mais particulièrement le VTT. VTT, hein ? J'ai commencé à 7-8 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. 20 ans, et à 20 ans, vous avez une tuile, non, c'est ça ? J'ai eu une tuile, je suis tombé de 4 mètres sur la tête, en vélo, et donc je me suis fracturé la nuque en 3 morceaux et la colonne. Et donc pendant 1 an, c'est ça ? C'est une tuile qui ressemble à 1 an d'hôpital après, chaise roulante, réapprendre à marcher, donc j'ai stoppé les cours, évidemment. Et puis, à l'issue de ça, j'ai décidé d'entreprendre. Je me suis dit, on n'a qu'une vie. C'est le genre d'épisode qui vous remettent les choses en place. D'abord, vous avez eu du temps pour réfléchir, si je peux dire. Si vous voyez le bon côté des choses. Et pour découvrir l'informatique, en fait. Parce que, in fine, c'est un outil qui, dans une chambre d'hôpital, se pratique très facilement. Et donc, j'ai découvert Internet à ce moment-là. On est en 2003. Et puis, j'ai eu l'envie, de faire autre chose. Et donc, j'ai créé une première société à l'issue de ça, puis une seconde, qui m'ont forgé, construit sur plein de domaines, et notamment le e-commerce. Et en 2008, je suis pas rancunier, je me suis dit, j'ai envie de refaire du vélo, c'est quand même une discipline que j'adore. Et alors de manière très cool maintenant, en plus j'ai trois petits garçons, non, là, vous faites pas des progressivement. J'ai commencé à en refaire en 2008 et puis du coup à être amené à devoir m'équiper.
et à regarder un peu ce qui était devenu le paysage commercial, on va dire, sur ce secteur-là. Et puis ça m'a donné envie de me lancer, donc Alltrix est né à ce moment-là. Et donc vous avez fondé Alltrix. Alors donc c'est un site internet où on trouve notamment des vélos, des équipements sportifs, et ça je crois que, je ne vais pas donner le chiffre d'affaires, mais c'est assez impressionnant. C'est un peu plus de 60, alors je le donne, c'est un peu plus de 60 millions d'euros. Voilà, moi j'en étais resté à 55, mais donc c'est pour ça que je l'ai fait. Non, c'est énorme. Et puis surtout, on est un peu plus de 130 collaborateurs maintenant. Et 130, voilà, tout ça, c'est pas possible 130 personnes, sans ces talents-là. Alors c'est super parce que j'ai démarré dans un garage tout seul. Ouais. Et 10 ans après, on est 130 avec une boîte qui s'est structurée, où on cultive vraiment ce qu'on appelle, pardon, je parle anglais, mais le happy management maintenant. Donc à l'occasion comme le font beaucoup les jeunes boîtes, beaucoup dans ce secteur-là notamment. On a une piste de vélo interne en bois, avec des bosses et des virages relevés au sein des bureaux, avec des vélos en libre service. Et donc si on a besoin de s'oxygéner un peu dans la journée, de changer les idées, on peut faire du vélo à l'intérieur. Ah, c'est sympa. Et vous êtes où exactement? On est à quelques pas d'ici, dans le centre de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est ça. Montigny-le-Bretonneux, depuis 1 an et demi maintenant. Et on est toujours resté dans la vallée de Chevreuse. Moi je viens de Chevreuse et en fait on a déménagé 11 fois en tout en 10 ans. Quand même. Mais dans le coin. Dans un rayon de 5-10 km. Et donc c'est vraiment une belle aventure. Et effectivement, comme vous le disiez, on a un catalogue de 90 000 références maintenant. Oui, alors, moi j'ai été voir le site, il n'y a pas, évidemment, c'est ça l'avantage d'Internet aussi, c'est qu'il n'y a pas une boutique qui propose le 10e ou le 100e de ce que vous proposez vous. Non, alors effectivement, on vient d'un garage, donc c'était beaucoup plus minimaliste à l'époque, et puis au fur et à mesure, on s'est agrandi. Maintenant, on a une plateforme logistique en propre qui est en Eure-et-Loire. On a 17 000 mètres carrés, qui sont gérés par 50 collaborateurs à nous. Et donc, au quotidien, on expédie des milliers de commandes. C'est 560 000 expéditions l'année dernière, vers 800 000 clients en France, qui sont des passionnés de course à pied, de vélo, de trekking. Et donc, on suit au quotidien. Et avec une promesse qui est très, très forte, parce qu'en fait, on a eu très peu de fonds pour lancer l'aventure au début. Et l'idée étant de capitaliser sur l'expérience client, sur un domaine qui est communautaire, donc les gens pratiquent ensemble et peuvent parler de leur bonne expérience, si tel est le cas. Et l'idée, c'était d'avoir les produits en stock et de les livrer le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, vous commandez chez nous avant 18h, l'expédition part le soir même, et que vous soyez en France, en Italie, au Portugal, en Allemagne ou en Espagne, vous êtes livré le lendemain à 9h. Oui, c'est aussi bien, sinon mieux qu'Amazon. Je dis Amazon parce que, évidemment, vous êtes un site qui marche extrêmement bien, mais il y a en effet les géants d'Internet qui font parfois qui prennent les idées qui sont bonnes pour eux et qui le font eux-mêmes. Mais comment on arrive à concurrencer, et vous le faites extrêmement bien, c'est les GAFA, quoi, en gros, les grosses boîtes comme ça. Je pense que la chance qu'on a et qu'on cultive, c'est que les GAFA, comme vous dites, sont devenus des généralistes et des monstres. Et de fait, comme vous le soulignez, ils attaquent toutes les catégories, donc à un moment on perd un peu son âme et le côté ambiance que vous pouvez trouver même sur un site internet, c'est ce qu'on travaille au quotidien, alors que nous on est sur un domaine souvent de passion. Voilà, chez vous on sent qu'il y a des spécialistes et des gens qui aiment ça, et que les 130 personnes qui travaillent chez vous, voilà, c'est des gens qui adorent le sport ou le vélo, quoi. Je dis souvent, nous il faut on est doctorants en vélo, comme en vous d'ailleurs, parce que sinon effectivement on s'en sort pas, parce qu'on est sur un domaine qui est très technique. Et comme on s'adresse à des passionnés, on est connaisseurs, Voilà, on est face à des pratiquants qui sont très pointus. Et donc si vous n'êtes pas à minima aussi pointu qu'eux, vous perdez toute crédibilité. Donc ça déjà c'est une barrière à l'entrée, parce qu'un Amazon ou un généraliste du manière générale, un généraliste n'a pas vocation à être hyper spécialiste. Bien sûr. Et donc nous voilà, on avance là-dedans, et on a préféré justement avancer sur d'autres disciplines. Donc on a ouvert la course à pied il y a 3 ans, et l'outdoor. Donc quand on parle d'outdoor, on parle de marche nordique, de trekking, et puis de tout ce qui va avec. Ce sont les tentes en altitude dont on a besoin, les réchauds pour pouvoir s'alimenter, etc. On a préféré rester un hyper spécialiste sur plusieurs disciplines maintenant, plutôt que de devenir un ultra généraliste du vélo et effectivement se retrouver trop en frontal avec des acteurs que vous citiez. Non, juste une réaction, on va revenir sur Alltrix, mais je ne sais pas si on peut faire un parallèle, mais Gary racontait qu'il a eu une sorte d'accident de la vie, un accident même. Je me sens très bien. Et dont vous êtes très sorti, mais on a l'impression que l'improvisation et l'école d'improvisation, des Clics Théâtre notamment, s'adresse
parfois aussi à des enfants qui ont, pas des accidents de la vie, mais qui à l'école ne sont pas forcément épanouis. Vous-même, ça a été un peu votre cas d'ailleurs, non ? Ouais, moi j'étais épanoui à l'école, hein, c'est pas le problème, mais j'étais pas un enfant, voilà, avec... non, épanoui, mais ouais, vous avez trouvé un moyen de vous exprimer. J'ai trouvé un moyen de m'exprimer et d'exister surtout. Et d'exister, oui. Voilà, et je pense que ça c'est assez important parce que quand on n'existe pas nécessairement par les études en milieu scolaire, on peut avoir des résultats moyens et être complètement voilà, dans cette masse nébuleuse où personne ne nous regarde finalement, où tout va bien et il n'y a pas nécessairement de concentration ou des professeurs ou de l'institution sur nous. Moi j'étais un petit peu dans ce cas-là, je faisais pas de bruit. Et quand j'ai commencé l'improvisation, c'est vrai que tout d'un coup... Vous êtes devenu quelqu'un. Je suis devenu quelqu'un parce que finalement... Et en maths et en sport, voilà, il n'y avait pas nécessairement j'avais pas forcément les qualités pour exister. Et c'est vrai que l'improvisation, si ça avait été du théâtre plus classique, et ben en fait, dans un univers comme celui de Trappes ou ailleurs, hein, d'ailleurs, je pense pas que Trappes je pense pas qu'il y ait nécessairement besoin de faire le focus, mais en tout cas pour moi, je lisais, mais bon, je ponctuais mal, j'avais pas nécessairement, j'ai pas des facilités à la lecture, des facilités à l'apprentissage, et je pense que je serais pas allé naturellement vers le théâtre. Que vous avez dit, faut jouer du Molière d'abord. Ouais, j'ai appris avec ma prof de français à l'époque, voilà, bien sûr, oui. le médecin malgré lui, et je le remercie, mais bon, c'était pas très joli ma manière de le jouer. Alors que quand j'ai découvert Molière par le biais de l'improvisation, c'est vrai que le jouer à la manière de Molière, y poser mes mots à moi, créer moi-même mon texte et développer les farces telles que moi je les imaginais avec mes camarades, et ben finalement c'était plus simple parce que finalement comme il n'y avait pas de texte, j'étais sur la même ligne de départ que les autres pour faire du théâtre, quoi. Et je pense que la réussite de Jamel, s'il est un exemple... il y a Jamel, il y a Omar Sy. Alors Omar Sy n'est pas passé par la compagnie, mais enfin oui, mais en tout cas oui, il y a Issa, il y en a plein d'autres en tout cas. Mais même pour ceux qui ne sont pas connus, hein, mais c'est surtout... Mais c'est surtout qu'en fait, on s'est retrouvé là à pouvoir faire du théâtre au même titre que les autres par le biais de l'improvisation. Et par le biais de l'improvisation, oui, est-ce que ça mène au théâtre, justement ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous sortirez armé pour jouer le médecin malgré lui, par exemple ? Moi, là, comme ça, la question est un peu trop difficile. Mais bon, je connais tout le temps mes 3 premiers vers. Non, pas tout de suite. Hein, non, je pourrais essayer de les retrouver. Non, mais quoi qu'il en soit, oui, je me sentirais armé. Bon, avec parce que c'est aussi un moyen d'apprendre, d'avoir confiance en soi. On a monté le Songe d'une d'été avec la compagnie des Clics Théâtre. Voilà. Et c'est que des comédiens, pour la plupart issus de 50 ans en Yvelines, qu'on avait rencontrés ou dans les établissements scolaires ou dans nos ateliers d'improvisation. On a été accompagnés avec des comédiens, parisiens qui ont déjà une carrière très riche et qui sont venus nous accompagner et qui nous ont permis de monter cette pièce. Il y a eu 15 représentations entre Coignères, Trappes et Lancourt, voilà. Et puis, oui. Donc on est capable, des Clics Théâtre, à monter les Istrata, on a fait des créations théâtrales. L'improvisation, c'est pas une fin en soi au sein de la compagnie, loin de là. C'est une manière plus... comme je disais, c'est un chemin de traverse pour aller faire d'autres choses, pour se découvrir soi-même aussi. C'est ça. Parce que finalement, on n'a pas nécessairement... C'est-à-dire qu'il y a plein de parcours. Le mien est une chose très particulière. Bien sûr, chacun a son parcours. Moi, j'ai eu la chance de profiter aussi des dispositifs d'État pour pouvoir prendre un poste à Déclic et développer aussi mon parcours. Maintenant, il y a énormément de comédiens qui travaillent au sein de Déclic Théâtre au jour le jour pour faire de la formation théâtrale, pour faire de la formation en improvisation ou pour développer des projets. Il y en a qui ont travaillé en télé, il y en a qui ont travaillé pour faire de la présentation. Du team building en entreprise, il y a énormément de pistes. Il y a énormément de pistes. Et puis l'improvisation, effectivement, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est très demandé dans le milieu parce que ça permet d'aller très vite, d'une manière assez efficace. Quand on sait que tout va de plus en plus vite, les vélos aussi d'ailleurs, avec l'électricité. Et comme on sait que tout va de plus en plus vite, effectivement, l'improvisation, ça permet une écriture rapide et efficace.
dis pas qu'elle est meilleure que l'autre, mais en tout cas, elle est rapide et efficace. Elle est en tout cas, oui, bien dans ce temps. Dans cette ère du temps. Mais le parallèle que je faisais, c'est qu'au fond, voilà, vous aussi, c'est un parcours particulier. Vous n'avez pas, je pense pas que vous avez pas fait d'études. Du coup, non, j'ai stoppé un peu vite, donc je suis très fier. J'ai un bac ES. Oui. Non, mais beaucoup de gens qui lancent des entreprises comme ça, c'est des anciens HEC, etc. Vous aviez une connaissance du produit que vous vouliez lancer. Oui, alors moi, j'ai pas fait beaucoup de bruit à l'école non plus, enfin pas le bon en tout cas, sinon. J'ai un père qui est graphiste, une mère qui est psychologue, donc j'étais assez loin de la fibre commerciale. En tout cas, transmise par mes parents. Mais j'ai toujours aimé ça. Et effectivement, la passion du produit aussi a fait que je me suis dit, pourquoi pas réunir les deux. Et je pense que quand on a des parcours peut-être un peu singuliers comme ça, ou des tuiles, comme vous disiez, dans la vie, ça fait évoluer intellectuellement, vous voyez les choses différemment. Et puis en plus de ça, ça décuple une énergie chez vous. Moi aujourd'hui j'ai encore un peu de matériel médical sur la colonne, etc. Mais je me suis jamais senti aussi en forme, plein d'énergie et plein d'ambition. Et voilà, la vie est super et quel que soit le parcours qu'on ait pu avoir en amont, faut essayer de faire des choses, quoi. On va parler un petit peu de comment fonctionne Alltrix, mais quand vous l'avez créé, vous étiez encore sur votre lit d'hôpital, enfin vous songiez comme ça, vous rêviez à ce que c'est devenu aujourd'hui, ou vous imaginiez? Quand j'ai créé la première structure, j'étais effectivement encore sur mon lit d'hôpital. Mes deux premières structures étaient plus modestes qu'Alltrix, qui, je l'espère, a encore plein de choses à faire. Non, absolument pas. J'ai démarré dans Alltrix dans le garage de mon père avec 6 000 euros. Je faisais des journées de 8 à 23 heures où je finissais mes colis à 4 pattes au sol pour scotcher et être à l'heure à la poste, où j'emmenais mes colis à pied parce que le volume était tout petit au départ. Aujourd'hui, on a des poids lourds qui partent chaque soir avec nos expéditions. Donc non, je n'imaginais pas du tout. Mais après, c'est extraordinaire aussi parce qu'en fait, nos métiers, mon métier en interne changent tous les 6 mois. Jours. Tous les 6 mois. Et tous les jours in fine. Tous les jours in fine par brique. Oui, c'est ça, c'est une évolution constante. Et c'est extraordinaire parce qu'en fait, il faut structurer l'entreprise, vous déménagez 11 fois, il faut apprendre à... c'est pas drôle au début, puis après c'est un jeu, il faut apprendre à les vendre aussi à l'extérieur pour récupérer la confiance de vos banques, d'investisseurs. On parlera peut-être après des banques, comment on investit. Et surtout accueillir des nouveaux collaborateurs sans perdre la culture d'entreprise que vous avez au début. Oui, quand on est 130, c'est pas pareil que quand on a un tout petit groupe au début. Et pourtant, je pense que pour que l'énergie soit toujours aussi bonne et aussi forte, il faut qu'on arrive à garder ce format de start-up. Le garage du père, ça me fait penser un peu à Steve Jobs, quoi. C'était... Merci. Non, mais c'est vrai. Ça va me faire mon week-end. C'est vrai. Mais c'est vrai que toutes ces entreprises qui sont aujourd'hui, alors, je ne dis pas que vous êtes au niveau d'Apple, mais c'est vrai que ça a été comme ça des rêves de gamins qui travaillaient avec leur non, mais je pense qu'il y a beaucoup de startups qui démarrent de rien, surtout. C'est ça qui est super, en fait. On peut dire que c'est une startup, Alltrix, ou... Nous, en tout cas, dans l'état d'esprit, on continue de se qualifier comme ça, et je pense que typiquement, la piste de vélo en interne et la manière dont on fonctionne, ça c'est très le démontre. Mais c'est un état d'esprit. C'est ça. Oui, c'est plus un état d'esprit qu'une structure juridique ou enfin. Tout à fait. Cécile Melimignan, alors c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous aussi, dans un lieu un peu hostile comme ça, si je peux dire. Vous essayez de changer les choses. D'abord, la compagnie Les Fugaces, alors, ça a commencé, vous étiez amateur au début. Alors, la compagnie Les Fugaces, elle a une spécificité. Ouais, on était plus nombreuses. Aujourd'hui, on est 2. Et on travaille, la spécificité depuis le début, depuis la création de la compagnie en 2008, c'est le travail en espace public. On fait du théâtre en espace public, qui est une notion qui ne parle pas forcément parce que c'est pas... Le théâtre, c'est toujours en espace public, non? Parce que sinon... malheureusement, si on considère que le théâtre est un espace public, mais alors disons en espace public ouvert. Non, on travaille dehors. Voilà, vous voulez dire dans des structures qui ne sont pas des théâtres. On travaille à l'extérieur, on travaille dehors. Voilà. Vous avez commencé dans les rues, à Paris, Exactement. On travaille, et ces dernières années, on a développé une spécificité même qui est le théâtre en déambulation. Donc le principe, c'est que les spectateurs se promènent pour suivre le spectacle et que les comédiens, amateurs ou professionnels en fonction des spectacles, puisqu'on fait des créations professionnelles avec des comédiens professionnels et on fait aussi des créations avec des habitants, et ça. Du coup, les comédiens racontent l'histoire ou en tout cas déroulent le spectacle
tout au long d'une promenade, dans des lieux. Et du coup, on utilise vraiment, on essaye de s'appuyer sur l'espace public pour raconter nos histoires et utiliser vraiment les décors dans lesquels on passe au quotidien pour en faire tout d'un coup un décor de l'imaginaire. Et ça donne des choses très jolies parce que dans la partie plus travail de territoire, ce qu'on appelle dans le jargon culturel le travail de territoire, c'est-à-dire tout ce qu'on fait ici dans les Yvelines. On a notamment travaillé donc, dans le projet Escapade dont je parlais tout à l'heure, dans des villages où on est resté pendant 3 mois, nous, une équipe professionnelle, et on a bossé avec les habitants qui avaient envie de participer, qui ont certains joué, certains construit, certains fait de la musique en fonction de leurs envies. Et on a transformé le village en un lieu de spectacle pendant toute une soirée. Et du coup, ça donne des souvenirs aux gens qui passent tous les jours par le même rond-point pour emmener leurs enfants à l'école. Il se trouve que ce rond-point, le jour du spectacle, c'était le rond-point de Zeus. Et il y avait un comédien, un habitant qui était tout en haut du rond-point. Et il y avait 900 ballons gonflés qui transformaient ce rond-point en un nuage blanc. Voilà, donc on essaye vraiment de travailler sur l'imaginaire. Donc ça marque ensuite le territoire. Ouais, l'idée c'est vraiment, on utilise donc la compagnie Les Fugaces à la base avait cette envie-là de travailler dehors aussi parce que pour nous, j'entends un écho du boulot que vous faites. Pour nous, le théâtre, l'art, le spectacle vivant en tout cas, est aussi et surtout un outil de mise en relation avec les gens, de lien social, ce qu'on travaille nous en tant qu'acteurs, en tant qu'artistes au spectacle vivant, que ce soit la présence, la relation, toutes ces notions qui font le théâtre, qui font vraiment le boulot des acteurs, c'est des choses qu'on aime à partager parce qu'on estime que ça c'est le ciment en fait de la relation sociale dans une mesure beaucoup plus globale et en dehors juste du cercle artistique. Et donc, quand on est arrivé ici en 2011, donc la compagnie est basée à Galuy, qui est un petit village à côté de Gambais, à la base. Et quand on est arrivé à Galuy, moi, j'ai fait un peu le constat, effectivement, que niveau culturel, il y avait du boulot. Concernant particulièrement le spectacle vivant, c'est une zone... Il y a même une sorte de il y a des lieux dans le territoire, si on prend le territoire des Yvelines, qui sont où il y a beaucoup d'offres culturelles et des aires un peu Absolument. culturelles. C'était complètement le constat qu'on a fait et avec des problématiques qui sont très spécifiques, c'est-à-dire que par chez nous, les habitants prennent beaucoup leur voiture pour aller travailler, pour aller amener les enfants, etc., etc. Et le week-end, ils n'ont pas nécessairement l'énergie de se refaire 25, 30, 40 kilomètres pour venir, notamment par exemple ici à Saint-Quentin, il y a un théâtre qui a une magnifique programmation, mais la question n'est pas la qualité de l'équipement, elle est la distance et les usages en fait des habitants. Et puis peut-être parfois, et c'est pour ça qu'aussi le fait d'être en extérieur joue aussi, peut-être parfois pour un certain nombre de gens une sorte de crainte d'aller pousser la porte d'un théâtre. Surtout un théâtre comme celui de Saint-Quentin, qui a un côté comme ça un peu majestueux et un peu... Oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'habitude, je pense... et c'est rigolo parce que on est nous dans une partie du département qui est plutôt relativement favorisée au niveau social, mais en fait les questions d'habitude culturelle se retrouvent exactement de la même manière que dans des quartiers plus populaires, c'est-à-dire les gens n'ont pas l'habitude. Ça ne fait pas partie de leurs habitudes d'aller au théâtre. Et c'est pas une question d'argent, c'est une question d'habitude. On parle beaucoup de fractures sociales, mais il y a aussi une fracture culturelle. Complètement. Quand vous servez des lieux pour écrire une histoire, vous partez des lieux ou vous écrivez l'histoire et vous... Et du coup, en l'occurrence, là, le lieu dans lequel on est actuellement, sont des annexes d'une ancienne maison de retraite. Du coup, ce sont des bâtiments qui sont au cœur de la forêt, dans un endroit vraiment c'est pas la maison de Landru. Non, on est vraiment dans quelque chose... Là, on est dans du rural. C'est quand vraiment, on dit Gambais, on pense toujours à Landru. Non, alors on est de l'autre côté du village, on n'a rien à voir. Et effectivement... Comme on est sur un projet qui est a priori un projet mobile, c'est-à-dire le projet c'est l'association, c'est-à-dire c'est un groupe de gens, d'artistes et d'habitants qui se réunissent pour se dire on a envie de proposer des choses au plus proche de nos habitations, de nos familles, parce que on a envie que nos familles connaissent ce que c'est participer à un spectacle, voir un spectacle, être touché par une scène, par un comédien. Et donc tous ces gens-là se sont réunis pour faire quelque chose. Il se trouve qu'on a trouvé ces bâtiments qui étaient là, et nous, Laura qui est la co-directrice de la compagnie et moi, on vient dans notre prime jeunesse de la culture, en premier lieu du squat et un peu plus tard de l'occupation légale, avec cette idée-là de dire si les bâtiments sont vides, occupons-les et écrivons un projet d'occupation qui valorise
l'histoire et la topologie du bâtiment. Donc là, par exemple, on réfléchit à éventuellement déménager dans un avenir proche ou lointain, parce qu'on sait qu'on est sur des dynamiques qui sont assez précaires. Et il est question peut-être à un moment donné d'aller vers des fermes, parce qu'il y a une problématique sur les fermes aussi sur notre territoire, parce qu'il y a des grandes fermes qui sont en attente de projets. Et voilà, alors si on va investir une ferme, qu'est-ce qu'on raconte comme projet spécifique par rapport à ce lieu-là, qui est très particulier, qui a une histoire très particulière, et ça va nécessairement modifier un peu notre projet. J'ai une question un peu terre à terre, mais comment vous payez qui alors, financièrement, parce que c'est important quand question. même. Alors, parce que c'est votre métier, c'est complètement. votre vie. Alors, du coup, moi, je sépare vraiment très radicalement mon activité de compagnie et l'activité sur le lieu, parce que mon activité de compagnie, c'est mon métier, donc je gagne ma vie avec les spectacles qu'on fait, avec les projets de territoire, etc. Et l'activité du lieu, c'est mon engagement d'artiste de ce territoire et de citoyenne qui a envie de partager le savoir-faire et l'expertise culturelle que moi je peux amener avec des gens qui ont envie de donner leur énergie à ça. Après, le lieu en lui-même, depuis 1 an maintenant, en fait, tout est allé très vite. On a ouvert le lieu avec 4 000 € qui était une levée de fonds citoyenne sur Internet, qui sont des sous qui nous ont permis à réhabiliter, parce qu'il faut vous figurer qu'on est rentré dans un bâtiment qui était abandonné depuis 15 ans, dont les fenêtres étaient restées ouvertes, donc il y avait des champignons sur les murs, c'était vraiment dans un état. Donc on a fait 1 an de travaux avec vraiment très peu d'argent. Et en fait, on a commencé à accueillir des compagnies qui viennent de la France entière travailler chez nous. Puis, comme ça prenait de l'ampleur, on s'est dit, alors ces compagnies qui viennent travailler chez nous, plutôt que de leur proposer de montrer leur travail en public dans le jardin, chez nous, on va leur proposer aussi d'aller dans les villages autour, etc. Et ça, en fait, a attiré l'attention beaucoup des tutelles, ce qu'on appelle les tutelles, donc le ministère, la région, le département, le parc naturel régional, qui est un allié formidable dans toutes ces aventures. Et donc, tous ces gens-là, maintenant, contribue au financement. Cette année, le lieu a un budget de 50 000 €. Donc on est passé on n'est pas dans tes échelles, mais on est passé de 4 000 € il y a 2 ans à 50 000 € cette année, qui n'est pas de l'argent qui nous sert à nous payer nous, on reste bénévole, mais qui est de l'argent qui sert à faire fonctionner. Maintenant on a une salariée, donc il y a quelqu'un qui coordonne les actions et qui elle est salariée. Et puis ça nous permet de payer les artistes quand on leur propose de faire des sorties de résidence publiques dans les villages, puisque ça c'est en dehors de leur temps de création pure, c'est vraiment aussi un temps qui dédie aussi à générer de l'activité sur le territoire. Et l'accueil de la population, il est comment là ? Il est super. Alors nous, on a... Il n'y a pas eu des gens qui vous ont regardé comme ça au début avec des yeux un peu... Il y en a toujours un petit peu qui se demandent, on essaye d'être Qui sont ces gens-là ? On est un peu hors cadre, quoi. C'est sûr qu'on ne ressemble pas tellement à ce qu'ils ont l'habitude de voir au quotidien. Mais par ailleurs... Depuis qu'on a commencé à travailler et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu aucun problème de fréquentation sur nos événements, ce qui pour moi est une dimension hyper symbolique. Enfin, ça raconte de fait. Moi, quand je suis arrivée ici en 2011, j'allais voir les villages pour leur dire venez, on fait des choses, et tous me disaient non mais quand on fait des événements, on n'a personne, ça sert à rien, on n'y arrive pas, on mobilise pas les habitants, ça les intéresse pas. Moi, depuis qu'on a commencé en 2011 et jusqu'à aujourd'hui, on a toujours du monde, on a au moins 70-80 personnes à tous nos événements. Et vous communiquez en amont, du coup, quand vous êtes sur un rond-point pour faire un nuage Oui, alors du coup, sur les projets de territoire, comme ça communique de soi-même, parce qu'en fait, comme on répète dehors, et qu'on est là pendant 3 mois, et qu'on travaille avec les habitants, en fait, ça fait que tout le monde se sent concerné, parce que c'est un projet du village. C'est pas un projet d'une compagnie hors sol qui arrive, et puis qui travaille, et puis qui repart. C'est ça. Moi, je suis toujours un peu intégré, on est vraiment dedans. Et après, on a une newsletter. Aujourd'hui, je crois qu'on a presque 1000 adhérents aujourd'hui à l'association. Donc, c'est 1000 personnes qui reçoivent la newsletter quand on a des événements à annoncer. On a un Facebook qui est aussi très alimenté. Et tout ça fait que... il y a un vrai intérêt pour le travail qu'on fait. Alors, ça s'appelle Le Lieu à Gambé. Et il y a un documentaire qui a été consacré à cette troupe, à votre activité, ça s'appelle Les gens du lieu. Je vous propose d'en voir un petit extrait, et puis on en reparle après. Nous sommes les gens du lieu. Des bénévoles de tous âges et de tous horizons. 30 personnes, artistes professionnels et habitants des Yvelines. Nous nous sommes rencontrés en participant à des spectacles de la compagnie Les Fugaces. Le collectif Les gens du lieu est né en septembre 2015 en découvrant les bâtiments de la mutuelle RATP. Nous avions le désir de réhabiliter cet endroit en lieu de création artistique. Après 1 an de travaux bénévoles, le lieu ouvre enfin ses portes. Pour son inauguration, plus de 400 visiteurs sont au rendez-vous. Un succès sur ce territoire des Yvelines,
classée par le ministère zone prioritaire de développement culturel. Aujourd'hui, le lieu propose une salle de répétition, des ateliers de création et des espaces d'accueil et de vie collective. Ici, professionnels et amateurs peuvent bénéficier d'un cadre agréable pour développer leurs projets, inventer, construire, créer et rêver. Cette année, le lieu accueille 16 projets. Comédiens, musiciens, plasticiens, auteurs, danseurs, peintres, botanistes. Des sorties de résidence sont organisées. Spectacles, concerts, expositions, pour le grand plaisir des habitants de Gambé et des environs. Alors là, on a vu le lieu tel qu'il était quand vous êtes arrivé. Hein. On a vu beaucoup d'instruments, enfin qui n'étaient pas seulement des instruments de théâtre. Il y avait des ponceuses, il y avait du karcher, enfin tout ça. Donc et c'est quand même, oui. Alors ça, c'est une réussite assez rapide au fond. C'est fou. Vous-même, c'est un coup de bluff. Je parlais à Gary tout à l'heure quand il a créé son entreprise, mais vous aussi au fond. Non, en fait à la base on cherchait un espace de stockage pour les affaires de la compagnie. C'était ça le besoin de départ. Ah oui. Ouais. Et en fait, c'est les gens du parc naturel qui nous ont dit, mais il y a ces bâtiments qui sont abandonnés. On est allé voir. Moi, je suis allée rencontrer le président de la mutuelle RATP qui s'appelle Monsieur Pouillot, qui est un type formidable d'une humanité qui nous a suivis, qui nous a aidés, qui nous accompagne encore aujourd'hui d'une façon assez remarquable. Et je lui ai présenté le projet avec cette expertise que moi j'avais par le passé d'occupation temporaire, puisqu'on a, avec Laura, on a co-créé une association qui s'appelle Curie Vavard à Paris qui fait exactement ça. C'est-à-dire de l'occupation temporaire de bâtiments qui sont en attente de projets immobiliers. Et donc là, je viens de dire un mot très important qui est le mot temporaire. Parce que on est au lieu, on est sur un bail précaire. Ça veut dire qu'on ne paye pas de loyer. On a pris les bâtiments en l'état. C'est pour ça que vous nous avez vus avec les scies, etc. Qui dit temporaire dit potentiellement qu'un jour on devra partir. Donc on conçoit vraiment ce projet-là comme un projet mobile. Avec aujourd'hui, on a un projet de développement du lieu sur le grand bâtiment qui est juste derrière nos bâtiments actuels, qui est l'ancienne maison de retraite, qui est le bâtiment central en fait de la parcelle. Ça, c'était l'annexe. Voilà. Nous, on a pris l'annexe il y a un peu plus de 200 mètres carrés. Le bâtiment central, lui, fait 1600 mètres carrés. Ah oui, donc il y a donc les images qu'on voit, c'est la présentation de ce projet-là. Ouais. Et là, l'idée, ce serait de développer quelque chose qui croise le volet culturel que nous on développe avec d'autres usages pour essayer d'inventer ce qu'on appelle aujourd'hui, qui est un mot très en vogue, un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu qui va générer différents usages pour que ce lieu culturel soit ouvert. Donc dans l'idée du tiers-lieu qu'on a écrit pour le lieu XXL, donc pour ce bâtiment-là, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, chaque bâtiment implique un projet écrit spécifiquement pour lui. Donc si un jour on avait accès à ce bâtiment-là, celui-là, l'idée ce serait de créer un restaurant en lien avec un maraîcher qui pourrait s'installer sur le site, puisqu'il y a 7 hectares de terrain, donc 4 hectares de forêt, avec un espace de coworking, puisqu'il a été démontré par une étude qui a été commanditée par la communauté de communes il y a quelques années, qu'il y a un besoin de coworking expressément à cet endroit-là de la communauté de communes. Donc avec l'idée d'avoir quelque chose de protéiforme, avec des petits volumes pour chaque activité qui puissent répondre à la réalité de notre territoire. On n'est pas à Saint-Quentin-en-Yvelines, on ne va pas ouvrir 800 mètres carrés de coworking, ça n'aurait pas de sens. En revanche, si on ouvre 200 ou 250 mètres carrés, à l'image du 50 coworking à Méré, ça fonctionnerait parce qu'il y a un besoin pour ça. Donc voilà, l'idée, ce serait... Vous diriez que c'est un projet politique, d'une certaine façon? Complètement. Moi, je défends complètement... on parle beaucoup, nous, de politique culturelle, de comment en fait, on met l'art en plein centre de la société. Et moi, mon travail à moi, en tout cas, je trouve ça super que ça existe par ailleurs, mais mon travail à moi... Et il est d'aller mettre des artistes au cœur de la société, de vraiment chercher la porosité, comment on fait en sorte que les gens se sentent complètement familiers avec une équipe artistique qui vient travailler, que ce soit naturel d'aller voir un spectacle, que ce soit... Voilà. Et ça, c'est politique. La culture comme lien social aussi. Oui, c'est complètement politique. Ouais, juste pour rebondir, parce que c'est vrai qu'on fait de la politique sans le vouloir, mais une action culturelle réussie, c'est une action culturelle qui amène un nouveau public. Alors qu'il y a du public qui vient voir du spectacle régulièrement, mais toucher des publics qui sont pas nécessairement des habitués au spectacle, c'est une action culturelle réussie, parce que finalement, et là, c'est de la politique, parce qu'on cherche des adhérents à notre projet, et finalement, des gens qui viennent pour une première fois et qui vont revenir, c'est réussir à faire adhérer à un projet, à une histoire, ponctuellement. Donc forcément, on fait de la politique parce que
comme un acteur de politique, on va communiquer pour attirer les gens vers nos idées. Si on se dit que la politique, l'étymologie, c'est la question de savoir comment on vit ensemble et comment on vit bien ensemble et comment on a envie d'être ensemble. Typiquement, nous, ce qu'on fait, c'est de dire aux gens, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait du commun ? Il y a l'individu, il y a la propriété privée, il y a chacun sa vie, son métier, sa famille, etc. C'est hyper important, mais il y a un commun. On vit ensemble, on vit dans le même village, on emprunte les mêmes rues, on passe les week-ends au même endroit. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça ? Comment on crée Et moi, l'exemple le plus beau que je peux tirer de toute cette histoire, c'est qu'à Galuy, où on était implanté en premier lieu, on a créé un événement qui s'appelait la Fête des Lumières, qu'on a fait 5 fois, qui était un spectacle participatif. Aujourd'hui, ils se sont organisés tout seuls, ils n'ont plus besoin de nous. Aujourd'hui, il y a un collectif d'habitants qui a créé un projet de tricot urbain hyper ambitieux que vous avez reçu ici à Télé78 il y a quelques mois. Et ce sont les habitants en autonomie, tout seuls, qui se sont organisés. Et aujourd'hui, c'est un village qui est hyper dynamique, dans lequel il y a des temps conviviaux, il y a une vie de village, il y a une vraie vie de village. Et moi, pour moi, c'est l'exemple juste fort du fait que nous, on impulse, mais qu'en fait, l'énergie, elle est là. Nous, on est juste des révélateurs. C'est un peu la même chose que Déclic Théâtre. Est-ce que Déclic Théâtre aurait pu réussir ailleurs qu'à Trappes Probablement, mais c'est lié quand même à un milieu qui n'était pas non plus forcément très ouvert aux cultures de façon générale. Oui, on aurait réussi autrement. On aurait réussi autrement. Mais c'est symptomatique que ça soit. On aurait réussi autrement. Réussir ça à Trappes. On a réussi. On est là sur 50 ans en Yvelines, sur un territoire en friche. Au départ, c'est une ville nouvelle. On construit effectivement sur des fermes. Et moi, je vois beaucoup de similitudes dans l'historique de ce qui peut peut-être exister dans 20 ans ou dans 30 ans chez vous. Mais c'est vrai que là où on réussit à Trappes, on réussit parce qu'il y a eu aussi effectivement une jeunesse qui était en demande. À des moments donnés. Et qui avait un peu peur de ça aussi, de la culture, probablement. C'est aussi une bouffée d'oxygène, je veux dire, ce qu'on arrive à... Non, de montrer que c'était pas fait que pour les autres, quoi. Il y a ce côté-là. Jamel, encore une fois, pour parler... on connaît son histoire, il déconne, et puis il y a Degois qui lui dit, tiens, viens improviser, c'est comme ça que ça a débuté. D'autres, c'est un peu comme ça aussi. Tout à fait. Et puis au départ, il n'était pas là pour faire de l'impro, quoi. Il était là pour embêter son monde. Ouais. Et effectivement, il se retrouve là pris dans une espèce de spirale qui va lui montrer qu'en fait, il a des choses à raconter, qu'il est intéressant, qu'il est écouté surtout. Et ça, à chaque fois qu'on arrive à écouter un de nos jeunes à Trappes et qu'il y a une audience pour rigoler de leurs bêtises plutôt que pour punir ou pour sanctionner ou pour dire attends, voilà, on est dans quelque chose, on va positiver des attitudes qui d'habitude sont décriées. Mais après, on réussit à Trappes parce qu'effectivement, dans ce microcosme que peut être Trappes, effectivement, ça fait focus. Mais en vrai, oui, on aurait réussi ailleurs. On a des camarades, camarades improvisateurs qui réussissent partout en France aujourd'hui. Mais c'est pas un hasard que ça soit dans ce lieu-là. Ce qui est génial, c'est que du coup, maintenant, quand on parle de Trappes, on parle aussi de vous. Ça. Et on parle. C'est une des choses les plus connues de Trappes, c'est le Déclic Théâtre. Mais c'est génial. C'est super ça d'avoir ça en fer de lance, quoi. Mais la notoriété de Déclic Théâtre, est-ce que c'est pas aussi peut-être un handicap? Est-ce que du coup, ça ne devient pas quelque chose un peu d'intimidant pour des gens? Parce que ça a réussi. Il y a une espèce de pression quand on a des jeunes qui viennent et qui sont pleins d'ambition. C'est vrai qu'ils viennent avec une espèce de pression. Alors la pression, elle peut être vue de deux manières. On peut se dire ils ont la pression, du coup c'est pas cool, ils sont pas détendus. Ouais, mais en même temps, cette pression-là de se dire, il y a eu quand même quelques exemples qui sont passés par là. Faut qu'on soit bon, quoi. C'est ça. Faut qu'on soit bon. Faut pas qu'on déconne aussi. Du coup, ils viennent. Voilà, c'est ça. Il y a on a gagné effectivement le respect. De ces jeunes-là. Et ça, c'est important parce que du coup, nous, ça nous facilite le travail et ça nous facilite l'accompagnement qu'on peut faire. Parce que finalement, on a un peu dégagé tous les problèmes qui pouvaient être drainés. Mais moi, je pense qu'on est dans un système quand même où c'est donnant-donnant. Donc, donne-nous de ta matière première et puis nous, on va structurer les choses pour que cette matière-là puisse être mise en avant, écoutée, entendue et puis peut-être
Ça, après, tu te mets la pression si tu veux, mais en tout cas, t'amener ici ou là dans la vie. Vous y êtes arrivé comment Moi, j'ai commencé. Moi, je suis un exemple. Je suis un prototype complet de la compagnie. Moi, j'ai connu Alain Degois quand il était éducateur sportif au canoë-kayak aux Éclaireurs de France. Là, vous faisiez du canoë, vous. Donc moi, je faisais du canoë. Et sympa. par hasard, l'année d'après, en 6e, je l'ai retrouvé au sein du collège. Il était là, il déambulait, et puis il est venu dans ma classe. Pour proposer des ateliers. Alors, c'était dans le cadre de modules de français. Il avait dû avoir un financement comme ça pour nous initier. Et parce qu'il a beaucoup cherché des financements dans sa vie. Mais c'est un métier à part entière. C'est-à-dire que moi, j'adore l'homme, j'adore le comédien, mais c'est quelqu'un qui sait aussi parler de ce qu'il fait et qui sait mettre en avant et qui sait aller chercher des fonds pour pouvoir. Oui, mais c'était son boulot, hein. C'était avant tout, et c'est surtout là où il s'est engagé, quoi. Vous dites c'était parce que il faut dire qu'il n'est plus au sein de la compagnie aujourd'hui. Il a été remplacé. C'est ça. Comment s'appelle là ça? Alors c'est Géraldine Orquera qui est directrice de la compagnie, et puis après voilà, il y a des comédiens associés, et puis il y a toute la partie radio aussi avec Marmite FM. Ah oui. Donc il y a moi et il y a effectivement un pool de comédiens qui travaillent à la réflexion autour de l'improvisation et de la création à déclic. Donc je vous ai coupé, vous êtes arrivé... Oui, donc oui, moi je suis arrivé par le biais du kayak. Ensuite, voilà, par hasard, et puis il me dit, ouais, c'est rigolo ce que tu fais, viens, on a un atelier le midi, là, voilà. Et puis je me suis inscrit dans le cadre de l'atelier, donc tous les midis, j'allais manger vite fait chez moi, et puis je revenais, et puis finalement... Ça m'a plu, le kayak, j'ai mis ça de côté très rapidement, et en fait j'ai compris que c'est ça. Ouais, c'est ça que j'avais envie de faire. C'est ça que j'avais envie de faire. Puis faire de l'improvisation, faire du kayak. Je pense que j'étais un original de toute façon dans l'âme. J'ai pas fait du foot et de la comédie, mais j'ai été dans des choses un peu de travers. Et puis après, chemin faisant, au lycée, tout ça, je me suis retrouvé au sein de l'association à mener déjà des petits ateliers, à déplacer la patinoire, à récupérer la clé, aller chercher le code, les donner à quelqu'un d'autre, voilà, toutes les petites choses. Oui, donc vous êtes rendu utile. Je me suis rendu utile. Puis à l'époque, il fallait se rendre utile parce que on envoyait des newsletters, il fallait coller les timbres. C'était un travail de petites mains quand même, réussir la communication. Donc effectivement, avec les jeunes de la compagnie, on était là à squatter les bureaux de Déclic, puis on était contents nous d'être là parce que finalement il y avait des gâteaux et du thé, donc et puis on collait des timbres toute l'après-midi à se raconter des bêtises. Mais c'est vraiment une histoire d'effervescence, quoi. Tout ça, c'est quelque chose qui s'est créé sur le long terme, et le développement, c'est vraiment quelque chose qui a été maîtrisé à des moments donnés, parce que avec les nouvelles technologies, avec tout ça, il y a toujours eu la réflexion autour de comment structurer la pédagogie, comment ne pas perdre la main sur ce que sont aujourd'hui les jeunes, ce que peut être un improvisateur aujourd'hui. C'est quoi un improvisateur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on lui apprend? Aujourd'hui, on lui apprend... Alors, aujourd'hui, je pense qu'on apprend beaucoup moins de b.a.-ba. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était très technique. Il fallait comprendre le système d'écoute. Mais surtout, il fallait jouer... il fallait qu'on joue très rapidement. Aujourd'hui, en fait, on est plus sur un questionnement autour de comment cette pratique-là, en fait, arrive à attraper ses lettres de noblesse, et du coup on laisse pas nécessairement l'improvisation que à l'improvisation. Alors que pour être un bon improvisateur, ou pour pouvoir improviser, il faut savoir chanter, il faut connaître ses classiques, il faut avoir des notions, faut avoir des notions télévisuelles, faut avoir, et en fait il y a quelque chose une espèce de complémentarité à faire autour de beaucoup de pratiques. Nous on a une comédienne, moi je pense à Marion, qui a des capacités de cirque, et à un moment donné, quand on va mettre tout ce beau monde dans la patinoire ensemble, et on va créer vraiment quelque chose de, c'est comme un feu d'artifice, quoi. Ça part dans plein de choses, et en même temps on arrive à se rassembler parce qu'on est autour de la même pratique néanmoins. Alors on va voir un petit extrait du championnat intercollège dont vous vous occupez notamment, qui a lieu chaque année, match d'impro, quoi. Il y en a plusieurs par an. Oui, et puis TV78 est un partenaire privilégié de ce dispositif. Alors, regardez un extrait. Les champions du 19e championnat intercollège de match d'improvisation sont les collégiens du collège de la Maresseau. Explosion de
de joie pour Nathan, Marie, Cyrine, Nicolas, Arthur et Lali. Ce sont ces collégiens de Coignières qui ont été désignés par le public de la Meurice pour remporter le trophée de cette 19e édition du SICMIT organisée par Déclic Théâtre. Une année de travail récompensée. On n'arrive pas à y croire, première année, on gagne la première fois, du coup c'est super et je sais pas comment expliquer l'enthousiasme, c'est génial. Gang des femmes à barbe ou encore un navire sans avenir. Durant la soirée, 4 collèges de Trappes, Elancourt, Montigny-le-Bretonneux et Coignières se sont affrontés sur ces thèmes d'improvisation. C'est mon gang. Donc, quel gang? Le gang des femmes à barbe, voilà, t'as de la barbe. À chaque fois, je fais des coups. Regarde, c'est un bureau secret. Pour ces phases finales, quelques règles à respecter comme la construction de l'histoire et le respect de la langue française. À la fin de chaque passage, le public donne son verdict. Pour sa première participation, le collège La Mare au Sol a remporté tous les suffrages. Ils viennent là avec juste la folie du jeu et en fait, du coup, ils sont complètement détachés de l'enjeu. Et c'est ça qui a fait la différence. On a une grosse énergie véritablement dans les collèges et ça c'est vraiment très très intéressant. Et au-delà de cette énergie, il y a de la créativité, de l'imaginaire. Cette année, le championnat intercollège d'improvisation théâtrale a réuni 15 établissements de Saint-Quentin en Yvelines. Une participation record qui pourrait bien augmenter pour la prochaine édition. Ils sont détachés de l'enjeu, comme vous disiez, mais Gary Hansen fait remarquer que vos cheveux aussi étaient détachés dans ce sujet. 15 collèges, il y en aura 16 l'année prochaine. Oui, il y en aura 16 l'année prochaine. On ouvre à Saint-Quentin. Il faudra trouver un établissement effectivement qui va y participer. C'est important pour nous de créer, d'être dans l'intercommunalité qu'il peut y avoir, et puis de créer, rassembler les gens. Oui, voilà, il faut un territoire quand même. Hein. C'est un peu comme vous. Enfin, voilà. C'est important de le cibler, le territoire, parce que alors que pour lui, non, il faut dépasser les territoires. On va en parler. Non, mais du coup, ce qui est intéressant en termes comme dans notre manière de véhiculer notre pratique. Depuis 1995, on a tous les étés, en tout cas quasiment tous les étés, un groupe d'adolescents de 15-19 ans qui partent en tournée, qui partent en séjour. Vous l'avez fait d'ailleurs. Hein. Alors on l'a fait, moi j'aimerais bien en parler là. C'était un bon souvenir, non? C'est à chaque fois un bon souvenir parce que en fait, c'est-à-dire que Trappes, c'est véhiculé par les médias d'une certaine manière, et c'est vrai que là, pour nous, c'est important d'aller en province et que les jeunes montrent ce qu'ils savent faire et qu'ils soient leurs propres médias et qui puissent montrer. C'est aussi ça. C'est aussi ça parce que sinon on l'entend pas. Alors il y a TV 78 pour le dire. Non, mais c'est pas extrême, c'est pas d'autres chaînes, mais quoi qu'il en soit, c'est une boutade. Hein. Non, mais bien sûr. Quoi qu'il en soit, c'est important pour nous. Là, cet été, on les emmène en Haute-Savoie. On a un partenariat qu'on a déjà monté et pour nous, c'est très riche. On va faire de l'improvisation avec des mineurs isolés et du coup, on a nos 15 jeunes de Trappes là qui vont à la rencontre d'une association qui s'appelle le Damier, qui fait valoir leurs droits à ces jeunes qui viennent de différentes régions du monde, qui sont réfugiés et qui attendent de pouvoir régulariser ou non, hein, on verra, mais leur situation. Mais en tout cas, c'est une manière aussi pour nos jeunes d'aller ailleurs, de créer un moment de fête pour ces jeunes-là, dans le cadre de leur accueil, parce qu'on se doit de les accueillir, et en même temps, pour nos jeunes à nous, de relativiser aussi un certain nombre de choses sur ce qu'ils vivent, et en se disant, finalement, tout va bien pour nous, et c'est super, et puis en plus, on s'entend bien avec ces jeunes-là, voilà. Gary Hansen, c'était amusant parce qu'il y a un côté sportif dans ce championnat, on va gagner, etc. qui vous touche aussi, parce qu'il y a aussi des liens entre la culture et le sport, après tout. Bien sûr. Je voulais qu'on revienne en un mot sur... il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de nouvelles entreprises qui disent il faut avoir une bonne idée, vous l'aviez eu, mais ça suffit pas d'avoir une bonne idée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes idées, après il faut l'amener jusqu'au bout, ce que vous avez réussi à faire. Comment étaient parce que c'est un problème, les investisseurs, parce que ça coûte de l'argent évidemment de fonder une maison comme Ultrix. Je pense que les deux sujets que vous évoquez sont liés en fait. Il y a effectivement avoir l'idée et puis il y a l'exécuter. Oui. Alors vous parlez de Steve Jobs tout à l'heure pour le garage et moi il y
il y a quelque chose que Steve Jobs a dit que j'aime beaucoup, c'est il y a beaucoup de gens qui rêvent de faire des choses et il y a ceux qui restent éveillés et qui les font. Voilà, c'est ça. Oui, parce que des bonnes idées, c'est assez bien réparti. Enfin, tout le monde peut en avoir presque. Oui, et j'espère qu'il y a j'en rien de j'en ai eu plein, j'ai rien monté. J'espère qu'il y a rien de prétentieux ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'au final, il y a énormément de gens qui ont des idées, et puis il y a ceux qui se mettent en risque pour essayer de les déployer. Et les investisseurs adorent ça. Et en fait, alors moi j'ai découvert ça. Vous avez, je sais pas, mis tout ce que vous aviez. Bah moi j'ai mis tout ce que j'avais à l'époque effectivement et j'ai même hypothéqué la maison, l'appartement de mon papa, j'ai vendu ma voiture pour pouvoir lancer l'entreprise. Et alors la chance que j'ai, c'est que je pense que je l'ai fait aussi à un âge où c'est facile parce que j'avais pas encore d'enfants, parce que j'avais un tout petit loyer. Enfin bon voilà, vous pouvez vous mettre en risque plus facilement. Mais vous le faites quand même. Et puis après, plus vous avancez, et plus vous le faites, et plus les enjeux sont importants. Alors nous, on a été en autofinancement pendant 3-4 ans, et puis après, on s'est dit, essayons d'aller chercher de l'argent un peu sur le marché aussi pour grandir plus vite. Et là, vous découvrez un domaine que vous ne connaissez pas du tout. Encore une fois, on n'apprend pas, pour le coup, en terminale ES, à lever des fonds. Des fonds, ouais. Mais c'est assez intéressant parce qu'il y a de super fonds d'investissement en France, et qui adorent les jeunes, en fait, qui adorent les entrepreneurs, et qui sont là pour débloquer des fonds sur des entités qui sont plus hautes et qui ont moins la faculté pour savoir aborder les sujets et quels sont ceux qui sont prometteurs. Et du coup, on a une partie du capital maintenant minoritaire, mais qui est détenue effectivement par des actionnaires institutionnels, on va dire, des fonds. Et c'est très enrichissant aussi parce que ces gens-là voient énormément de dossiers dans l'année avec des business models très différents. Et quand vous avez certaines questions sans réponse au quotidien, vous pouvez les appeler, les consulter. Donc voilà, c'est vraiment... Il y a un incubateur à Saint-Quentin, vous avez regardé un peu, non Alors, il y a le SkyCube, si c'est ça dont vous parlez. Oui, alors j'y serai, je crois, la semaine prochaine pour, en tant que juré, pour regarder les futures ça, c'est important de transmettre aussi. Bien sûr. Ah oui, alors ça, on aime beaucoup. Et moi, à titre personnel, je suis investisseur... SkyCube, c'est un incubateur, c'est le mot... Oui, c'est un incubateur, vous avez complètement raison. Effectivement, qui est là pour pousser faire grandir les jeunes pousses. Et je disais, moi, je le fais aussi à titre personnel. Je suis investisseur dans 5 ou 6 entreprises aujourd'hui qui sont plus petites que nous, mais qui ont des projets parfois très différents. Alors, j'investis soit dans le digital, soit dans le sport. Oui, parce qu'après... Essayez d'aider et de faciliter la vie d'autres. Vous parlez de rame en canoë, on parlait Nous, on a beaucoup ramé au début pour faire plein de choses. On a des gens qui nous ont fait confiance, j'espère parce qu'on le méritait. Et aujourd'hui, moi, je vois des gens plus jeunes qui se lancent aussi, qui parfois ne trouvent pas les bonnes écoutes. Et si on peut les accompagner, que ce soit du temps ou quelques euros, on essaie de le faire aussi. C'est hyper intéressant et c'est hyper oxygénant pour nous aussi. Je pense que ça aussi est une start-up, c'est rester à l'écoute et agile sur tout ce qui se passe autour. Alors, vous êtes sur le marché français très fort. Vous êtes aussi dans un certain nombre de pays, il y a l'Espagne, il y a beaucoup de pays. L'enjeu pour vous, c'est aussi de conquérir des marchés nouveaux, non, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, les investissements servent à ça, non? On a une présence assez forte en France et c'est 85% de notre activité aujourd'hui. L'Espagne a tout de suite très vite accroché, donc c'est 10% de notre activité. Et puis les autres pays qu'on livre assez rapidement sont effectivement le paysage qu'on adresse aujourd'hui. Il y a un réel enjeu pour nous parce que... Alors c'est assez amusant et il n'y a aucune critique. Mais vous, l'enjeu, c'est de réussir à fédérer sur le plan local. Alors que nous, c'est d'essayer de casser les barrières de toutes les zones chalandises possibles. Et puis en plus de ça, les GAFA que vous évoquez, qui sont là pour bien nous rappeler que ils sont prêts à il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Et aujourd'hui, on a un modèle en fait qui, par notre plateforme logistique et puis par le savoir-faire qu'on a réussi à cultiver en interne, nous permet de nous exporter assez facilement. Et donc maintenant, l'enjeu, c'est de savoir où on va et dans quel agenda. Et c'est ça qui est assez amusant aussi dans une start-up, c'est qu'on a envie de tout faire. Et là où le métier change au quotidien aussi, c'est qu'après, il faut dire, bon, ok, vous êtes super, on est 10 autour de la table, il y a 250 idées. On va en faire 5 cette année. Et quelles sont les bonnes? Et quels sont les moyens dont on a besoin pour y parvenir? C'est hyper intéressant. C'est intéressant et ça prouve que ça vit, quoi. Ça vit énormément. ça vit énormément. Oui, c'est ça. C'était ça un peu la différence. Vous faites exploser les frontières et c'est vrai que les territoires sont importants pour vous et pour vous deux, hein. Parce que la culture, ça doit être aussi quelque chose qui permet aux gens de vivre ensemble et donc il faut bien un petit peu pas des frontières, mais il faut bien délimiter des territoires. Pourquoi vous ne feriez pas un spectacle à vélo, alors?
Il va falloir qu'on s'entraîne un peu d'abord, mais ceci dit, si on s'était rencontrés avant, il se trouve que dans un des spectacles qu'on a fait dans l'Escapade, on avait, parce qu'on a travaillé à l'Accueil les Yvelines, où est passé le Tour de France à un moment donné, on travaillait sur l'histoire du village. Il passe beaucoup dans les Yvelines, et on avait envie de faire une scène comme ça avec des vélos, alors on a fait une récup de vieux vélos, mais on n'est pas allé tout à fait au bout de ce projet-là, donc peut-être que... Est-ce qu'il y a une actualité précise dans... Enfin, Gambé, c'est le lieu, on peut y aller, Alors oui, à Gambé, là, l'été, ça va être un petit peu plus calme. Enfin, on fait une semaine de chantier participatif, là, à partir de lundi, si vous avez envie. Alors, si vous avez des bras... Voilà, ça c'est possible, en tout cas de venir visiter. Et au mois de septembre, on a beaucoup d'actualités. Il y a plein de choses qui vont se passer à Gambé et dans les Yvelines, enfin sur notre territoire du coup. Il y a des événements. On va faire notre anniversaire qu'on fait chaque année au mois d'octobre. Et puis il y a des artistes du collectif qui font 2 événements dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le Patrimoine aux artistes, qui est un projet mené par le Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, avec une projection d'un film sur l'étang des Hollandes, un des étangs des Hollandes, et puis une veillée près d'un arbre centenaire. Voilà, donc plein de choses super chouettes. Il y a un site. Il y a le site internet, lelieu.org, et puis vous avez le Facebook, et puis voilà, c'est nos moyens de communication principaux. Mais... Merci beaucoup, Cécile Leménien. Merci beaucoup. Vous accompagnez les... Oui, j'accompagne les jeunes. Les jeunes, là. Parce que du coup, pour des raisons techniques, parce que je suis directeur de centre de loisirs par ailleurs, donc je suis le seul habilité au sein de la compagnie vous avez la carte. pour organiser ça. Et puis, Garé en 7, donc alltricks.com, voilà, si vous avez besoin de vélos, d'équipements sportifs, de ce sont les soldes en ce moment en plus, n'hésitez pas. Ce sont les soldes depuis 2 jours. Et c'est les soldes, absolument. Merci infiniment à tous les 3. Et voilà, l'émission est terminée et on se retrouve très vite. On fera peut-être un dernier paf de l'été avant la rentrée. Mais je sais pas, c'est juste. Non, j'ai juste.